débat important. Nous avons à traiter finalement deux sujets, celui qui concerne les conditions d'utilisation des progrès de la génomique en médecine et le sujet des cellules souches embryonnaires. Compte tenu du temps imparti, j'ai envie de restreindre mon exposé plutôt à la seconde partie, sachant qu'à côté de moi, j'ai un éminent collègue et ami qui discutera, ainsi que mon collègue voisin, des questions de génomique, quitte à réintervenir si besoin, si éventuellement il y a des points que je souhaiterais préciser. Et donc je vais aller directement aux cellules souches embryonnaires. Donc quelques rappels brefs. Depuis 1998, ça fait 20 ans, ont été établis par initialement des chercheurs britanniques la possibilité de dériver ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires à partir de l'embryon humain au stade 5-7 jours après fécondation. Ces cellules, qu'on peut maintenir indéfiniment en culture, peuvent être différenciées in vitro à peu près dans tous les tissus et donc sont évidemment un outil très important de la recherche sur le développement de l'embryon humain et au-delà des différentes lignées cellulaires. Et une seconde étape très importante de progrès a été, depuis 2006, chacun sait cela, des travaux de Yamanaka au Japon, c'est la capacité d'induire des cellules très voisines, ce qu'on appelle les cellules induites pluripotentes, à partir de reprogrammation de cellules, par exemple, de fibroblastes de la peau ou d'autres de cellules du sang, que l'on peut, à l'aide de modifications génétiques, retransformer en cellules souches embryonnaires. Je suis un tout petit peu schématique. Et ces cellules pluripotentes induites sont également évidemment extrêmement importantes pour la recherche, puisqu'on peut les utiliser pour les différencier en toutes sortes de tissus. Et ces cellules peuvent provenir d'un individu sain, mais aussi d'un individu malade, et donc étudier les comportements, les caractéristiques cellulaires d'un individu malade. Assez souvent dans le débat, et je vais y revenir, on a peut-être un peu rapidement tendance à considérer que cellules souches embryonnaires issues d'un embryon et cellules souches pluripotentes sont équivalentes. Alors, elles ont énormément de points en commun, bien naturellement, mais elles ont des différences. On sait que les cellules souches pluripotentes ont un programme épigénétique, de reprogrammation de la façon dont les gènes sont commandés, sont régulés, qui n'est pas tout à fait stable et qui n'est pas tout à fait physiologique. D'ailleurs, c'est en soi un sujet de recherche extrêmement important si d'aventure un jour ces cellules devaient être utilisées en thérapeutique. Donc ce sont deux sources de cellules de grand intérêt en recherche, comparables, mais non identiques. J'insiste là-dessus pour revenir là-dessus. Dans la situation actuelle de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, qui est l'objet principal ici, je voudrais distinguer trois situations. La recherche sur des cellules souches embryonnaires dérivées de lignées déjà existantes, puisque donc je rappelle que cela fait maintenant 20 ans que l'on sait dériver de telles lignées. Je voudrais ensuite évoquer la recherche sur la création de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires et, en troisième point, l'éventuelle recherche sur l'embryon entier. Et avant d'aborder les éventuelles questions thérapeutiques. Alors, recherche sur les cellules souches embryonnaires, encore une fois, il y a un grand nombre de lignées existantes de par le monde qui sont utilisées aussi en France, qui ont été obtenues à partir d'embryons surnuméraires. Donc, réutiliser une cellule souche qui existe déjà dans un laboratoire n'implique pas de destruction d'embryon, puisque ces cellules existent déjà. Et on peut se poser la question si, par rapport à la loi telle qu'elle est aujourd'hui dans la régulation de l'utilisation en recherche des cellules souches embryonnaires, qui implique une autorisation préalable, s'il y a nécessité de maintenir cette autorisation, dans la mesure où ces cellules ne sont pas capables de donner naissance à un embryon entier. On peut juste faire des expériences au laboratoire et que ces cellules, encore une fois, ont déjà été créées, donc il n'y a plus de question d'embryon. Certains pays ont franchi ce pas. Par exemple, en Grande-Bretagne, il y a un accès libre à ces cellules souches embryonnaires en lignée préexistante. Donc c'est ce premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point concerne la création de nouvelles lignées. Il y a toujours intérêt à dériver de nouvelles lignées, même s'il en existe déjà un grand nombre de par le monde, que ce soit, encore une fois, des lignées dérivées de cellules d'un embryon a priori sain, entre guillemets, ou d'un embryon pathologique. Cela est concevable lorsqu'il y a un diagnostic préimplantatoire et qu'un diagnostic de maladie génétique est fait. On peut envisager d'utiliser les cellules de l'embryon pathologique, qui n'est pas réimplanté dans ce cas, bien sûr, pour dériver des cellules souches embryonnaires. Cela est de grand intérêt. Dans les conditions actuelles de recherche, la loi dit qu'il faut que la recherche soit pertinente, elle a une finalité médicale, tout ceci ne se discute pas, qu'elle respecte les règles d'éthique autour de l'embryon, ceci ne se discute toujours pas, mais il y a un point que je souhaite discuter. La loi dit qu'il est légitime de créer de lignées ou de travailler avec des cellules souches embryonnaires s'il n'y a pas d'alternative. Et c'est là qu'est mis en avant de temps en temps le fait qu'il y a une alternative potentielle que sont les cellules souches induites pluripotentes. Je voudrais mettre en garde contre cette fausse équivalence. Ce sont des recherches complémentaires qui nécessitent souvent comparaison
Donc je pense, ma suggestion serait de faire tomber le caractère d'absence d'alternative sur l'autorisation de faire des recherches, et en particulier sur la création de cellules souches embryonnaires. Sinon, il n'y a pas d'éléments supplémentaires à évoquer. Un troisième point qui mérite discussion aujourd'hui, parce que c'est une avancée scientifique récente, c'est la capacité de développer une recherche sur un embryon entier, sans réimplantation naturellement, sur une période de 14 jours, comme cela a été défini dans certains pays. Juste à titre d'exemple, peut-être d'ailleurs c'est le plus beau travail scientifique dans ce domaine, a été publié par des collègues britanniques à l'été dernier dans la revue Nature, où à partir d'embryons préexistants, pour cette recherche n'a pas impliqué la création d'embryons, mais ils ont utilisé des embryons donc, qui n'avaient pas d'objet, pour lesquels il n'y avait pas de projet parental. Ils ont modifié génétiquement ces embryons en utilisant la technique CRISPR-Cas9, sur laquelle je vais revenir dans un instant, où ils ont inactivé l'expression d'un gène très important aux étapes précoces du développement, et ils ont suivi le développement de l'embryon pendant 14 jours. C'est un magnifique travail parce que, ainsi, évidemment, c'est une recherche quasi fondamentale, même si elle peut avoir un jour des applications médicales. Ces chercheurs ont pu déterminer de façon extrêmement précise, chez l'embryon humain, le rôle de ce gène dans des étapes assez complexes, je ne vais pas entrer dans les détails ici, du développement de l'embryon. Autrement dit, je pense que ces recherches sont pertinentes, qu'elles ont un intérêt cognitif, mais elles ont potentiellement, même si personne ne peut le considérer aujourd'hui avec précision, un intérêt médical futur. À vrai dire, je suis incapable, je ne sais pas, mais vous allez me le dire, je pense, vous le saurez mieux que moi, si la loi telle qu'elle existe en France aujourd'hui sur la recherche concernant les embryons autorise ou non de maintenir des embryons en culture pendant quelques jours et éventuellement les modifier génétiquement, encore une fois, sans aucun projet thérapeutique, mais dans un but de recherche. Si c'est le cas, tant mieux, mais j'en suis pas vraiment sûr. Et si ce n'est pas le cas, je pense que ces recherches sont pertinentes, sont éthiquement toutes légitimes, et donc je serais favorable à ce que cela devienne possible. Au-delà de ça, il faut savoir que sont en débat dans certains pays, et la question se pose, moi je n'ai pas de position tranchée, c'est pas facile, est-ce qu'il peut être dans la même optique de recherche sur les étapes précoces de l'embryogenèse humaine, et serait-il légitime de créer des embryons à cette fin, excusez-moi, évidemment sans projet de réimplantation. Je pense que la question se pose. Il y a aussi, de façon sous-jacente, au-delà des questions d'éthique pure, la question des ovocytes. Comme on sait, il y a une difficulté d'obtention pour des raisons évidentes d'ovocytes. Et là, il faut faire très attention. Et il faut savoir qu'il y a aussi un autre débat en cours, qui est loin d'être tranché et qui est extrêmement délicat, mais à mon avis, on ne peut pas ne pas l'évoquer, qui est le fait d'éventuellement de prolonger la période, une espèce de consensus dans les pays où cela est autorisé, de faire ces recherches pendant 14 jours. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'intérêt à prolonger un peu cette période pour aller un peu plus loin dans les étapes de différenciation? Mais évidemment, on comprend que ce soit un point délicat, mais je n'ai pas de réponse à ces questions, mais je pense que ces questions doivent être évoquées. Déjà 8 minutes, donc je vais malheureusement être bref sur la partie thérapeutique. Comme vous le savez certainement, il y a des essais thérapeutiques en cours avec des cellules souches embryonnaires humaines. Il y a de multiples publications, quelques résultats encore très timides. On est vraiment dans les tout premiers balbutiements. Il n'y a pas encore eu d'application thérapeutique des cellules souches pluripotentes pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, et quelques autres. Je ne pense pas qu'il y ait de problème éthique spécifique. Les questions éthiques dont on parle beaucoup, peut-être un peu trop, seraient éventuellement l'application des techniques d'ingénierie génomique avec la technique CRISPR-Cas9, par exemple, pour corriger une maladie génétique chez un embryon, une maladie génétique grave. Il y a eu des avancées en ce sens, des publications, notamment l'été dernier, montrant un certain degré de faisabilité, même si on est loin d'être à une situation où cela est parfaitement reproductible et les questions de modification génomique autres, par exemple, ne sont pas totalement résolues. La question et il y a deux cibles possibles, que sont les gamètes, qui sont aujourd'hui techniquement pas vraiment, pour lesquels la technique n'est pas au point, mais on peut envisager un jour de modifier les précurseurs de spermatozoïdes et d'obtenir donc des spermatozoïdes génétiquement modifiés, soit par exemple, en théorie, traiter une infertilité masculine, voire permettre d'éviter un risque de transmission d'une maladie héréditaire. Mais ça, c'est pas techniquement au point, mais il faut savoir qu'il y a de nombreuses recherches en cours là-dessus, soit évidemment l'embryon au stade zygote, c'est-à-dire juste après la fécondation, de telle manière que toutes les cellules soient corrigées. Après, on entre dans toute une série de considérations qui va être dur de résumer en 25 secondes. Mais non, mais dire que l'application théorique envisagée par certains de traiter donc au stade une cellule, une maladie génétique sévère pour laquelle il n'y a pas de thérapeutique, est théoriquement envisageable. Il faut savoir que ça implique un diagnostic préimplantatoire, qui est une méthode dont je pense Arnold Munich reparlera tout à l'heure,
qui elle-même permet de sélectionner éventuellement des embryons sains, en tous les cas dans la majorité des cas, donc qui est une technique plus simple que celle d'avoir à modifier un embryon, et puis encore théoriquement les alternatives de dons de gamètes. Est-ce qu'à ce stade, en tous les cas, d'avancées techniques et de questions éthiques sous-jacentes, il paraît légitime de modifier la loi qui, comme vous le savez mieux que moi, interdit toute modification du patrimoine génétique héréditaire? Mon opinion personnelle est non. D'une part parce que ce n'est pas techniquement au point, mais même, surtout, je ne vais pas le débattre là, on pourra peut-être en parler tout à l'heure dans les échanges questions-réponses. Je pense qu'éthiquement, il y a des questions et de pertinence qui ne sont pas résolues. Je rappelle que dans les considérations d'un grand nombre de sociétés savantes et d'académies qui ont traité de ce sujet ou qui ont envisagé à terme cette possibilité, donc quand il n'y a pas d'alternative et dans des conditions extraordinairement encadrées, cela implique aussi un suivi transgénérationnel, c'est-à-dire que les personnes nées éventuellement de cette application thérapeutique et leurs descendants devront être suivis, ce qui pose des questions de faisabilité et d'éthique, à mon avis, extrêmement complexes. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais juste, d'une phrase, dire un élément supplémentaire, juste pour susciter des questions, parce que je n'aurai pas le temps d'en parler, mais j'aurais bien aimé évoquer la question de l'accessibilité d'une nouvelle thérapeutique dérivée des connaissances génomiques qui sont assez considérables dans le domaine des maladies héréditaires, mais aussi du cancer et peut-être aussi de la microbiologie, des maladies infectieuses. Il y a un problème d'accessibilité potentielle, pas encore en France, parfois ailleurs bien évidemment, lié au prix auxquels sont mis sur le marché ces médicaments qui sont faramineux. Il y a des molécules ou des protéines substitutives pour certaines maladies génétiques dont le prix est de plusieurs centaines de milliers d'euros par an et par malade. Je pense que si on continue sur cette pente, on va vers une situation extrêmement problématique. Donc, si vous le souhaitez, je suis prêt à rebondir. C'est un appel du pied. Voilà, je m'arrête là pour essayer de ne pas être trop long.